Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire Méta-SP du mois d'avril. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Cédric Bertrand de l'Université de Perpignan, qui est expert en phytochimie et en métabolomique, et également dans le développement de méthodes analytiques pour l'analyse de matrices végétales complexes. Cédric Bertrand est également expert dans l'homologation de produits de biocontrôle, de biopesticides et de phytostimulants, et directeur scientifique de l'entreprise Akinao, une entreprise spécialisée en chimie des substances naturelles. Cédric Bertrand est également professeur à l'Université de Perpignan et président de l'Académie de biocontrôle et du PO2N. C'est une association universitaire s'intéressant aux pesticides organiques d'origine naturelle. Et donc, c'est à ces différents titres qu'il nous fait aujourd'hui l'honneur d'être à ce webinaire aujourd'hui pour nous parler du biocontrôle comme alternative à la protection des cultures et nous présenter ses enjeux, mais également ses limites. Voilà, Cédric Bertrand, je vous laisse diffuser votre diaporama et nous présenter. Merci pour cette présentation. Alors, hop, je diffuse. C'est bon? C'est parfait. Bonjour à tous. Parfait, merci. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Je vais vous présenter cette présentation tourne sur le biocontrôle. Est-ce que c'est une alternative pour la protection des cultures? C'est la question qu'on m'a posée. Et je vais aborder ça plutôt par l'aspect enjeux et limites. Donc, rapidement, hop, voilà. Donc, en fait, il faut penser à contextualiser en fait ces alternatives aux pesticides dans un nouveau paradigme. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça me gêne. Voilà. Excusez-moi. Dans un nouveau paradigme qui est plutôt celui que je vous présente là, c'est le nouveau paradigme de la protection intégrée. Avant, la protection intégrée des cultures, grosso modo, c'était ça. C'était la partie verte ici. D'accord? Aujourd'hui, on voit qu'on a intégré la protection des cultures dans les piliers du développement durable, donc socialement acceptable, environnemental sûr et économiquement viable, et que la protection des cultures est en lien direct, donc déjà avec la gestion des agresseurs, ça c'est la partie technique, mais ensuite avec d'autres piliers qui sont inhérents en fait au nouveau métier de l'agriculteur, qui est la communication, c'est-à-dire que vous voyez très bien qu'aujourd'hui, un agriculteur qui ne sait pas communiquer, il ne sera pas vendre, qui est la gestion des actions, et donc c'est un businessman, hein, et il doit travailler avec l'ensemble de la filière. Et c'est surtout aussi la connaissance des outils. Alors, la connaissance des outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur a à sa disposition des outils pour protéger ses cultures qui ne seront pas les mêmes demain. Si on prend l'exemple du glyphosate, le glyphosate va lui être interdit, s'il n'est pas fait encore dans certains cas, parce que, à cause de la pression sociétale, et pas du tout parce que la réglementation a changé. Or, ça veut dire que du coup, il va avoir à disposition sur ses étagères des produits qui ne seront pas les mêmes aujourd'hui et hier. Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer à la protection biologique, à la protection pardon, des cultures, l'ensemble de ces piliers et l'ensemble des liens qu'il peut avoir avec les producteurs, les consommateurs et les distributeurs. Et donc, c'est cette totalité-là qui est aujourd'hui responsable de la production agricole. On a un premier chef, forcément c'est l'agriculteur, mais il est sous pression constante dans ce cadre-là. Et ça, il faut le garder à l'esprit parce qu'on y reviendra notamment sur la qualité que doivent avoir les produits de contrôle de demain. Si on continue, toujours dans cette dynamique, donc là, on fait un focus en fait sur la partie, on va dire, culture, et on voit que forcément, donc ça vient d'une présentation que j'avais fait pour les greenkeepers, pour les gens qui s'occupent des golfs. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué ennemi des gazons, mais on peut prendre culture, je n'avais pas fait attention. Et du coup, on voit qu'on peut travailler sur différents leviers. L'estimation du risque, la limitation préventive, c'est-à-dire la génétique, le choix des espèces, l'agrotechnie, les rotations des cultures, etc. Et donc là, on va avoir des nouveaux produits qu'on appelle les biostimulants, qui sont des produits qui pourraient être comparés chez nous en santé humaine, en fait, aux probiotiques, par exemple. Et on va retrouver en dernier recours des modalités d'intervention pour lutter contre l'agresseur, que ce soit le biocontrôle ou le conventionnel. Mais ça, c'est un dernier recours. Il faut bien en être conscient, c'est que normalement, si tout se passe bien,
on n'a pas recours au biocontrôle et au conventionnel, mais ça se passe rarement bien, donc on y a recours. Alors ça, c'est peut-être dû aux monocultures, etc., mais ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le biocontrôle ne peut s'intégrer et s'optimiser que si on a pris en compte l'ensemble de ces leviers techniques, que ce soit l'estimation de risque, la gestion des auxiliaires naturels, les limitations préemptives. Une fois que tout ça a été bien mis en place, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment développer tout le potentiel que peut avoir le biocontrôle. Chose qui n'est peut-être pas forcément obligatoire lorsqu'on veut travailler avec du conventionnel ou du chimique, car on a des niveaux d'activité parfois suffisants sans avoir forcément à travailler sur la partie agrotechnique ou génétique. Donc, je tiens vraiment à préciser ça, c'est que le biocontrôle ne pourra vraiment se développer que si on réintègre vraiment l'ensemble de ces leviers a priori dans les cultures. Donc, le biocontrôle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça se développe, effectivement. Donc, vous voyez ici que les substances actives utilisables en biocontrôle, elles sont en vert. Donc, depuis 2009, elles se développent. Elles se développent, mais ce n'est pas énorme. Donc, on n'est pas sur des volumes extraordinaires. La partie hors usage de bio et hors produits de biocontrôle est en jaune et commence à diminuer. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que dans les produits de biocontrôle, là, on parle de substances. Alors, il me semble… Excusez-moi. Donc, c'est les quantités totales vendues. On ne parle pas de business, on parle de quantité. Donc, on s'aperçoit que finalement, c'est en tonnes. Hein. Donc, les produits de biocontrôle sont souvent utilisés à des quantités beaucoup plus importantes que les produits chimiques. Donc, ces valeurs sont un peu biaisées. À la limite, il faudrait plutôt regarder les hectares protégés que les quantités vendues, parce qu'on n'a pas forcément une bonne vision de ce qu'est le biocontrôle aujourd'hui. Et je pense qu'en regardant les quantités, c'est bien surestimé par rapport à ce que c'est que l'utilisation des biocontrôles aujourd'hui. Donc, les produits de biocontrôle, qu'est-ce que c'est? On en a deux grandes catégories. Les macro-organismes, on ne va pas parler de macro-organismes aujourd'hui. Donc, invertébrés, insectes, mythes et nématodes, qui sont des prédateurs ou des parasitoïdes des pathogènes. Et ensuite, on a des produits dits phytopharmaceutiques. Et donc, les produits qui nous intéressent sont aujourd'hui plutôt dans ce cadre-là. On a trois sous-catégories des produits phytopharmaceutiques. Les micro-organismes, les substances naturelles et les produits sémichimiques, donc les phéromones. Donc, nous, on va s'intéresser essentiellement aux micro-organismes et aux dérivés de micro-organismes en termes de métabolites et les substances naturelles. Et donc, tout cela sont gérés dans la même législation que la législation pesticides de synthèse au niveau européen. Donc, en France, qu'est-ce que c'est que les produits de biocontrôle? Donc, ça, c'est l'enquête IBMA 2019. Donc, on voit que 65% des substances sont des substances naturelles. Donc là, on dit super, notre avenir est là-dedans, on va faire des substances naturelles, du biocontrôle. Et en fait, pas du tout, parce qu'on va intégrer aux substances naturelles le soufre. Et le soufre, forcément, par rapport aux ventes, c'est un vieux produit, mais qui occupe l'essentiel du marché. On a très peu d'extraits naturels à base de plantes, par exemple, qui peuvent être utilisés comme produits de biocontrôle. Donc, sur quoi sont basés les produits de biocontrôle? Ils sont basés essentiellement sur l'identification des interactions biotiques existantes au sein d'une culture. Une culture, c'est un écosystème un peu anthropisé, voire beaucoup. Mais si on schématise une culture comme ça, on va dire ici la culture et la mauvaise herbe ou inversement. On peut avoir des interactions entre l'adventice et la culture, mais on peut avoir des interactions aussi, on a des interactions aussi, entre des pathogènes type insectes, des ravageurs, pardon, entre les pathogènes de la culture, entre les pathogènes entre eux, des bactéries avec les insectes, de l'attraction, et notamment au niveau de la rhizosphère. On sait tous qu'on a énormément d'interactions biotiques entre les micro-organismes du sol et la plante. Et donc, c'est l'observation de ces interactions-là qui ont mis en évidence des médiateurs qui pouvaient être échangés et qui peuvent faire l'objet, en fait, de développement de produits de biocontrôle. Donc, si on regarde par exemple, cette première interaction, l'interaction 8, là, micro-organisme, l'épidoptère, par exemple, on sait que le champion des produits de contrôle, c'est le Bacillus thuringiensis. Donc, c'est cette bactérie qui fait des spores, hein, ici, mais qui fait surtout des cristaux protéiques qui, une fois avalés par notre petite larve de l'épidoptère, par exemple, va créer à l'intérieur
de la lumière de l'intestin des porcs et la larve va se dessécher de l'intérieur, en fait, va mourir, et en créant des ulcères, en fait, puisque ces protéines créent des ulcères. Alors ça, c'est intéressant parce que ces protéines sont reconnues de façon spécifique par des récepteurs sur la lumière de l'intestin, et on peut avoir une très forte spécificité entre souches de bacillus utilisées et cibles que l'on souhaite éradiquer au niveau, ou en tout cas diminuer au niveau de la culture. Donc ce produit-là, intellectuellement, on trouve qu'il est assez intéressant parce que justement, il y a cette spécificité-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu tant de succès, parce qu'aujourd'hui, c'est le Bacillus thuringiensis sous forme Bacillus toxine, donc prototoxine, les cristaux protéiques, ou encore OGM. Hein, si en plus aux États-Unis, le biocontrôle intègre les OGM, donc si on parle à USA, donc là, on est sur 90% du marché quasiment sur ce truc-là. Alors, si on revient à nos interactions, il existe plein d'autres, de nombreuses interactions, donc des interactions entre des micro-organismes et des interactions entre les micro-organismes, par exemple, et la plante. Ce qu'on peut voir ici, là, sur la partie, tout ce qui est lipopeptides, on a une équipe qui travaille très bien en France, là, vers Lille, sur les lipopeptides et qui produisent énormément d'informations là-dessus. Et on voit que, par exemple, donc un lipopeptide, c'est des métabolites produits par des bactéries. Hein, on peut les classer en surfactine, iturine ou fungicine, qui vont être assez pléiotropes. Hein, on va avoir des activités différentes en protection de la plante, soit par la stimulation des défenses naturelles de la plante, hein, soit directement des activités directes contre les pathogènes, que ce soit antibactériens ou antifongiques. Et donc, ce panel de molécules peut être produit par des bactéries et peut être utilisé soit directement en tant que molécule sur finalement un parcours d'utilisation assez classique qui se rapproche de celui des pesticides de synthèse, ou alors on peut utiliser directement la bactérie. Mais ça, on pourra en rediscuter si vous voulez. Donc, toujours dans les interactions biotiques, ici, si on voit les interactions plante-plante, effectivement, donc là, je vous donne un exemple qui n'est pas forcément le plus pertinent par rapport à l'interaction plante-plante, c'est celui de l'acide pélargonique, mais c'est le seul, grosso modo, herbicide aujourd'hui homologué et utilisé en France et en Europe, qui est ce petit acide gras, hein, qui va remplacer d'ailleurs dans certaines préparations à base de Roundup, la nouvelle formule, ben, ils ont enlevé le glyphosate et ils ont rajouté ce truc-là. Et donc, en fait, ce petit acide gras va déstabiliser les membranes des plantes, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser à la rage du soleil, à midi, et comme ça permet vraiment de griller les plantes sur place. Mais si la plante est trop grande, ça va faire une repousse, car ce n'est pas systémique, hein, c'est un herbicide de contact. Et c'est un herbicide forcément qui est très peu spécifique, donc, par son mode d'action. Donc, on a très peu de spécificité avec cette substance naturelle. Toujours dans les interactions biotiques, si on voit l'interaction 6, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des plantes, vous savez, qui sont capables de produire des composés fongicides. Alors, ceux qui sont sur le marché, eugénol, géranol, thymol, par exemple, vendus en mélange. Et alors là, on peut se poser la question, d'ailleurs, car ils sont vendus en mélange pour ces applications de protection de la grappe, là, du raisin, mais c'est 3 composés purs qui sont remélangés. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, la préparation, c'est le mévalone vendu par Sumiagro. Et parce qu'en fait, c'est vraiment une problématique de réglementation. Mais ça, si vous voulez, on pourra en reparler au cours de la discussion à la fin, du manque de complexité des produits naturels. Alors, le Kosoga, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un produit d'origine naturelle qui a 2 sources, hein, grosso modo. On a COS, on a les 2 parties COS et OGA, donc 2 parties qui sont liées en fait à la production de glucanase, de débris en fait de glucane et j'ai perdu le nom, je suis désolé, ça me reviendra. Et donc on va mimer sur la plante la partie attaque du fongique et la partie dégradation de la plante due à l'attaque des fongicides. Et vous savez que ces 2 composés peuvent éveiller les défenses des plantes. Et donc, le Kosoga a l'avantage de pouvoir travailler
sur ces deux stimulateurs de défense naturelle des plantes, qu'ils soient soit d'origine mimant l'attaque fongique en mimant l'origine fongique, soit en mimant l'attaque fongique par la dégradation de la plante qui aurait été liée à l'attaque fongique. Et donc, et je crois que c'est un des rares produits que je trouve un peu innovant depuis 2014 qui est arrivé sur le marché européen. Si on revient donc toujours à nos interactions, plantes et insectes, on a de la répulsion, on a des insecticides. Alors, un très, très vieux produit qui est l'épirètrine, donc l'extrait de pyrètre. L'extrait de pyrètre, donc c'est ce mélange-là, hein, qui est utilisé, qui est en agriculture biologique, qui est un produit de contrôle, puisque c'est un extrait de plante. Alors, c'est assez intéressant, ça a une activité au niveau des canaux à sodium, au niveau nerveux, et ça provoque des knockdowns chez les insectes. Alors, c'est intéressant, c'est pas du tout spécifique. Ça peut permettre de faire baisser la pression quand on a vraiment des gros soucis de peste au niveau du champ. Mais le problématique majeure aujourd'hui des pyrètres, c'est ça. Donc, en fait, c'est son origine. Aujourd'hui, les pyrètres sont produits essentiellement au Kenya, avec en utilisant beaucoup de produits de synthèse. Donc, en fait, on a un peu déplacé notre problématique pesticides de synthèse. On l'a exporté en Afrique. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et ça, je pense que c'est important et c'est vraiment un des enjeux du biocontrôle. Et donc, le pyrètre aussi est connu pour ça, pour ce type d'études, en fait, parce qu'on dit qu'ils sont très photodégradables et qu'effectivement, ils se photodégradent très vite. Donc ça, c'est un collègue, c'est Pierluigi Gaboni à l'université de Cagliari, qui, en condition au champ, a regardé combien il restait de pyrètre après quelques heures, enfin même, vous voyez, puisque là, c'est le jour 1, et on n'arrive plus à détecter les différents marqueurs de l'extrait de pyrètre. On en a quelques-uns, mais à des taux très faibles. Et on arrive à les détecter si on fait 5 fois la dose autorisée. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a des produits naturels qui vont demander forcément parfois une grosse étape de formulation. Et cette formulation, il faudra aussi réfléchir à comment la faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des produits de biocontrôle doivent être formulés avec des produits aussi bio, ce qui n'était pas forcément le cas avant. La substance active était bio, mais les coformulants n'étaient peut-être pas. Et ça aussi, c'est un véritable enjeu. Donc, si je reviens en fait au nouveau paradigme, on voit que si on veut être socialement acceptable, environnementalement sûr et économiquement viable, eh bien, les produits aussi que l'on va utiliser, qui sont ici, hein, parce que les produits de biocontrôle, c'est le contrôle chimique, mais ils sont aussi microbiens ou chimiques, même si c'est d'origine naturelle, c'est quand même des composés chimiques, ben, ils doivent, à mon sens, en fait, doivent aussi respecter l'ensemble des piliers que l'on va imposer à l'agriculteur. Il faut que ce qu'utilise l'agriculteur et les producteurs qui vont mettre en place sur ce marché et les chercheurs qui vont développer ces produits anticipe et respecte aussi ces 3 piliers-là. Donc, à ce titre-là, je vais vous proposer rapidement un projet que l'on a mené depuis quelques années à l'Université de Perpignan en collaboration avec la société Akinao et aujourd'hui avec notre partenaire industriel GreenTech qui cherche à développer justement un produit de biocontrôle issu de plantes. Donc, ce projet a eu le trophée de la bioéconomie il y a 2 ans, me semble-t-il. Et je vais vous raconter un peu où on est aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée de développer, donc ça a commencé en 2010, et là, c'est toute la chaîne de développement en partant de la biomasse que l'on a screenée, criblée, jusqu'au dossier d'homologation, car comme je vous le disais, les produits de biocontrôle sont soumis réglementairement à la même réglementation que les produits de synthèse. Et donc, vous voyez, il y a une étape de criblage de la biomasse, chose que vous connaissez certainement, tout ce qui est criblage en laboratoire. Donc, on a fait du bioguidé, on a identifié le composé actif. Ensuite, il y a toute une partie de formulation pour arriver à avoir une formulation qui peut être utilisée au champ dans des conditions acceptables. Et ensuite, il y a une autre partie qui va être la génération de data pour arriver au dossier d'homologation. Et donc, on est impliqué un peu dans tout ce parcours-là, et je vais vous en donner les grandes steps. Donc, la première chose à faire, c'est que pour revenir à l'extrait du pyrètre, c'est que si effectivement on veut développer un produit de biocontrôle, on a décidé de le développer sur le territoire pour sécuriser la ressource et pouvoir contrôler aussi la production. Donc, nous, on s'est intéressé aux friches agricoles, 20 000 hectares de friches dans le sud de la France, dans notre département, dans notre région. Donc, on s'est intéressé à ces friches-là et on a essayé d'identifier l'ensemble des plantes qui étaient sur ces friches-là.
Et on a sélectionné les plantes qui avaient un taux de croissance important, qui étaient facilement mécanisables et résistantes à la sécheresse. Donc, on a une dizaine de plantes. Sur ces dizaines de plantes, on a fait plusieurs extraits très classiques. Hein, vous voyez que c'est de la phytochimie très classique. Et on a eu 10 extraits qui ne marchaient pas trop mal. Et sur ces 10 extraits, on en a un où on était assez content parce qu'à 1000 ppm, en conditions de laboratoire, hein, donc c'est des expérimentations qui ont été faites au cours d'un projet européen au FIBEL en Suisse. On s'est rendu compte qu'on avait des taux de protection qui étaient assez intéressants et par rapport au contrôle du commerce, hein, puisqu'on n'avait pas de différence significative entre notre extrait et notre produit du commerce. Ça, c'était sur mildiou, sur feuilles, que ce soit en incidence ou en intensité. Donc, on a continué. Donc, on est passé en 2013 à 500 kg de plantes. On a fait nos extraits. On a caractérisé notre extrait. Et là, du coup, on est à la partie, justement, caractérisation phytochimique, très classique, un fractionnement bioguidé. Et on a pu identifier nos composés marqueurs de l'activité qui ont été brevetés. Et c'est sur cela, après, qu'on a commencé à développer l'ensemble du process. Donc, on est passé, donc c'est bien, ça marche au labo, mais en fait, honnêtement, vous ne trouverez aucun investisseur si vous restez au stade labo. Donc, il faut prouver qu'en champ, ça marche, et puis il faut peut-être même prouver que vous arrivez à avoir des parts de marché pour trouver un investisseur, mais ça, c'est notre discours. Et du coup, on a essayé au champ, et au champ, on était assez content parce qu'effectivement, par rapport à un contrôle non traité, on avait des choses qui étaient, des activités qui étaient intéressantes, cette fois-ci sur l'oïdium, avec de fortes diminutions en intensité et en incidence et en sévérité. Ça, c'était en 2014. Mais pour cela, on s'est aperçu que lorsqu'il pleuvait, c'était pas génial. Donc, il a fallu tout formuler. Donc, formuler un extrait complexe, c'est pas si simple. Et aujourd'hui, on trouve des personnes qui arrivent à le faire. Mais en 2014, c'était pas si simple. Et donc, on a pu formuler cet extrait-là. On a essayé au champ et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ici, lorsqu'on a des choses avec de la pluie donc le produit il est là, c'est Akivi, on a des activités, en tout cas des sévérités qui sont bien faibles, donc une forte protection. Donc, on a réussi à trouver une formulation qui permettait justement de pouvoir garder cette activité au champ malgré les UV et malgré la pluie. Donc, toujours, on a profité de certains programmes européens pour pouvoir évaluer la toxicité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que dès les premiers steps de l'évaluation des produits de contrôle, si on s'aperçoit, par exemple, sur un test très simple, hein, qui est le test sur Daphne, qui est une petite crevette, là, et si on a un niveau d'activité, de toxicité qui est très important, ça va être très difficile d'aller plus loin parce qu'on va avoir du coup un impact sur les organismes non cibles qui sera trop important. Et ça, c'est vraiment la particularité des pesticides et des produits de contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de vérifier l'activité sur sa cible, il faut aussi checker à un moment ou à un autre si on dézingue pas tout au niveau du champ, parce qu'autrement, ça peut être très bien pour un examinateur, mais pas pour un produit de contrôle. Donc là, on est assez content parce qu'on a du coup une toxicité qui est 35 mg par litre, donc on est bien au-dessus de la référence chimique et bien au-dessus surtout du cuivre. Et ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de se mettre sur un marché cuivre. Donc, on fait d'autres essais parce que l'idée, c'est que lorsqu'on a une homologation d'un produit, vous savez, c'est très coûteux, donc il va falloir étendre et voir si ça ne marche pas sur d'autres fongicides, enfin sur d'autres cibles, pardon. Et là, c'est la moniliose de l'abricotier et du pêcher, où on a très peu en fait de produits bio qui sont actifs et où on s'aperçoit que notre produit a une activité équivalente aujourd'hui aux produits de synthèse. Donc, on a continué à travailler là-dessus. D'autres essais, donc là, je vais passer assez vite parce que ce qui nous intéresse, ça sera plutôt la suite. Donc là aussi, toujours en 2018, on fait des essais cette fois-ci sur Floro et on voit que notre produit assure une bonne protection sur fleurs abricots. Alors, là, maintenant, comme je vous le disais, on est soumis en fait à la réglementation. Et dans la réglementation, on nous dit qu'il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas trop de résidus et il faut quand même vérifier qu'on ait un devenir environnemental intéressant. Là, maintenant, c'est que lorsqu'on travaille sur un extrait complexe, il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de notice, de mode d'emploi qui nous disent comment on va faire pour observer et pour essayer d'évaluer les résidus. Alors, ce qu'on a développé,
On a développé l'environmental metabolic footprint, c'est-à-dire qu'on a pris cette problématique à bras le corps et on a dit, nous, on a envie de faire de la métabolomique environnementale, et ben on va s'intéresser à ces extraits complexes, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'environnement. Donc là, alors, on fait ça sur le sol. Là, je vais vous proposer la thématique plutôt résidu, c'est de savoir est-ce qu'on a cet extrait, qu'est-ce qu'il devient lorsqu'on le vaporise sur la plante. Donc, on a travaillé sur des pots de pêche qu'on a extraits. L'ensemble de ces pots de pêche ont été analysés en LCMS, UPLC, pardon, avec HRMS, et tout ça a été traité par un workflow assez classique de métabo sous W4M et sous R ou métabo-analyste, ça dépend les doctorants qui travaillent dessus. Donc là, grosso modo, quel est le concept? On a un pesticide, que ce soit pur ou, nous, on est plutôt dans la seconde option, qui va être déposé ici sur de la pêche. Donc, cet extrait naturel va subir une dégradation abiotique et biotique et va générer des produits dérivés. Tous ces produits dérivés, c'est ce qu'on va appeler le xénométabolome. Mais lorsqu'on va extraire la pêche, forcément, on va aussi extraire tous les métabolismes qui peuvent avoir été affectés d'ailleurs par l'extrait aussi. Donc, on a, que ce soit microbien ou végétal d'ailleurs, et donc c'est l'ensemble de l'endométabolome de la pêche aussi, de la pêche et du microbiome associé que l'on va extraire. Et nous, ce qu'on va regarder tout ça. Et après, c'est par informatique, c'est par bioinformatique et par traitement des données qu'on va éradiquer en fait toutes les données qui viennent de l'endométabolome pour se concentrer que sur le xénométabolome. Alors, pourquoi on utilise ça? Parce que tout simplement, si on prend notre extrait, vous voyez que notre extrait est complexe. Et effectivement, si on a nos produits, notre dégradation biotique et abiotique, on va avoir de plus en plus de dérivés. Et donc, c'est pour ça qu'on a opté pour cette approche de métabolomique. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça, c'est juste le résumé de notre approche. Ici, on se concentre donc bien sur la dissipation du produit appliqué pour la protection de pêche et on fait des analyses en métabolomique. Donc là, on a mis en place, donc ça a été fait au champ, en même temps que d'autres expérimentations sur l'évaluation de l'activité. Donc, on a mis en place un système de prélèvement qui soit le plus représentatif possible d'une vaporisation hétérogène au champ, forcément, toujours un peu d'une pulvérisation hétérogène. Donc, ça, je passe, c'est pas très intéressant. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le workflow qu'on a appliqué. Et voilà ce qu'on obtient. Grosso modo, ça, c'est le premier jour sur des profils métaboliques. Là, c'est le non-résidu. Donc, on a enlevé tout l'endométabolome et on voit qu'en 14 jours, on se rapproche doucement en fait du non-résidu. Donc, on suppose qu'on aurait continué la cinétique jusqu'à 21 jours, ben, on n'aurait plus de résidus et on aurait pu observer en fait le temps nécessaire pour une dissipation totale. Et ça, c'est assez intéressant parce que lorsqu'on discute avec les metteurs en marché, les grandes centrales d'achat, Auchan, Carrefour, tout ça, ils ont envie d'avoir ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont envie de se dire, mais moi, je veux bien qu'on utilise des produits bio, mais est-ce que ça n'est pas trop rémanent sur mes fruits et légumes et est-ce qu'on a des outils pour l'observer? Et aujourd'hui, pour les extraits, honnêtement, on n'a rien. Et donc là, c'est un peu l'approche qu'on essaie de développer pour essayer d'argumenter et pour essayer de dire, ben oui, les outils existent, maintenant, il faut peut-être les appliquer et les légiférer. Alors, évidemment, là-dedans, on peut aller observer les différents patterns d'évolution. Donc, ça veut dire quels sont les composés qui restent après tant de jours. Ben, on a là, typiquement, c'est un composé actif avec une diminution très rapide au bout de 7 et 14 jours, on n'observe plus. Et ensuite, on a des dérivés qui apparaissent à 7 jours et qui vont redisparaître à 14. Donc, forcément, on a toutes les cinétiques qu'on peut observer. Et on peut aussi aller chercher les substances actives, les dérivés, etc. avec ce type d'approche, tout ça par traitement bioinfo derrière. L'avantage de cette approche, c'est qu'on peut l'utiliser aussi sur des produits de synthèse. Et donc là, on peut vraiment comparer quelque chose, puisqu'on a un même outil qui permet de comparer et des produits de synthèse et des produits bio, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas. Et donc, sur cette base-là, on va pouvoir argumenter parce qu'on aura la même approche et on espère le même type de résultat, en fait, en tout cas, le même type de proxy, pardon, pour pouvoir comparer les uns et les autres. Donc ici, en vert, vous voyez qu'on a les produits non traités. Alors, ils ne sont pas tous ensemble et normalement, ils sont tous regroupés, sauf que les non traités avaient subi une dérive des voisins. Et donc, l'avantage, c'est qu'on montre que notre outil est sensible, puisque là, on a observé la dérive des voisins, c'est-à-dire que normalement, les composés qui sont ici, qui sont responsables de ce profil-là, ben, ce sont des pesticides de synthèse, alors qu'on était sur une parcelle qui ne devait pas être traitée. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un xénométabolome qui va arriver, qui se rapproche des non traités, pour ceux qui sont traités.
Et évidemment, ça, c'est la dynamique de disparition des composés qu'on a pu après isoler et doser. Donc, ça valide un peu notre outil parce qu'on se dit qu'on est quand même sensible, on arrive à avoir des choses et ça devrait nous permettre de pouvoir comparer avec les produits bio et essayer d'avoir un temps de dissipation totale dans des mêmes conditions et qui permettrait d'argumenter en faveur, on l'espère, des produits de biocontrôle puisqu'ils sont a priori moins rémanents. Donc, en 2021, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça a été fait, mais en fait, on ne sait pas vraiment encore comment ça marche, ces produits de contrôle. Hein. On sait que c'est antifongique, mais le mode d'action, il est un peu limité. Et donc, sur les extraits, c'est très compliqué. Et donc, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur comment on arrive à développer des outils qui permettent de mettre en évidence l'activité et les mécanismes de l'activité. C'est tout un sujet sur lequel on commence à se pencher aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est en plus d'évaluer l'activité antifongique, c'est voir là avec des collègues de l'Université de Gérone et de l'Université autonome de Barcelone, on a regardé si effectivement on n'avait pas un impact directement, notamment sur la vigne et sur la pêche, sur la plante, pour voir s'il n'y avait pas aussi une petite activité de stimulation de défense naturelle. Donc, ça, c'est une activité qui est en cours. Et là, on se pose maintenant vraiment la question sur quels sont les mécanismes qui peuvent impacter la souche elle-même, c'est-à-dire le pathogène lui-même. Donc, si je reviens à notre protection intégrée, on voit qu'il faut vraiment intégrer la totalité du parcours de la production du produit de biocontrôle. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre démarche est qu'on est en train de mettre en place une filière durable d'exploitation de la plante. Donc, la plante, c'est l'inul visqueuse, hein, elle est brevetée, donc je peux en parler ouvertement. Donc, en fait, elle est très présente sur les friches. Donc, ça, c'est une friche et vous voyez, tout ce qui est jaune, c'est de l'inul, donc elle est très présente. Donc, on gère gratuitement les friches, on récupère la paille. La paille, elle est extraite pour faire les biofongicides et le paillis et la solution naturelle qui reste, la partie solide, est recommercialisée comme paillis naturel pour mettre sur les ronds-points ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est la gestion des friches qui permet aussi de lutter contre l'incendie, du coup. Donc, c'est une idée, c'est un projet en soi. Mais si le produit est mis sur le marché à un moment et si on veut essayer de le proposer vraiment à un gros volume, il va falloir mettre en place des cultures. Donc, parallèlement, on travaille avec le laboratoire Génome et Développement des plantes à développer la culture pour pouvoir exploiter justement et sélectionner des plants qu'on pourra exploiter sur certaines friches. Même si l'idée, c'est de ne pas utiliser un seul clone, hein, c'est garder une diversité, mais garder une diversité qui soit la plus optimale possible par rapport à nos objectifs. Et tout ça dans le sud de la France. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on essaie d'intégrer un maximum de choses. Mais en fait, la problématique majeure, et on espère qu'elle va se lever bientôt, en tout cas pour tout ce qui est biocontrôle, et là, c'est plutôt la partie limite, c'est la réglementation. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, on a une réglementation qui est héritée, en fait, des pesticides de synthèse. Et du coup, tout ce qui va être extrait naturel, et donc tout ce qu'on appelle botanicals, hein, ça va être très compliqué de les voir arriver sur le marché parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à respecter les règles des pesticides de synthèse purs, puisqu'on a un composé souvent complexe. Et d'où l'intérêt, et je pense et je suis persuadé qu'utiliser un extrait complexe, c'est beaucoup plus intéressant qu'une molécule pure, ne serait-ce que pour limiter les apparitions de résistance. Mais aussi parce que tout simplement d'un point de vue économique, aujourd'hui là, c'est pas de l'anticancéreux hein, c'est pas du médicament et c'est pas de la cosmétique. Ça veut dire que aujourd'hui, la valeur ajoutée des produits qui sont proposés doit être est faible. Elle peut être que faible parce qu'en face, on a un kilo de cuivre à 38 € l'hectare. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est un marché qui sur la diagonale, sur la pyramide des valeurs, est tout à fait en bas. Hein. Pas complètement en bas, mais est beaucoup moins rémunérateur et en termes de valeur ajoutée que la cosmétique ou les médicaments. Donc, du coup, Patrice Marchand et son étudiante Diane Robin ont modélisé l'arrivée sur le marché des substances de biocontrôle et on voit qu'elles augmentent hein, de façon assez importante et ça risque de stagner. En revanche, ça c'est si on regarde la nature des produits qui arrivent sur le marché. Alors moi, j'avais fait une étude entre 2018 et 2020 sur 51 produits approuvés en termes de substances, de nouvelles substances extraites de plantes, il n'y en a aucune. Là, il y a les seules substances pures, c'est des laurisques et c'est du bicarbonate de soude. On ne peut pas dire qu'on est hyper innovant. Et ensuite, et après, les substances de base, ça c'est un autre sujet, on pourra en discuter, mais c'est souvent des plantes entières comme la prêle, l'ortie, des choses comme ça. Mais on n'a pas des nouvelles souches. Alors, les nouvelles souches, si on parle de micro-organismes, c'est des souches qui sont très proches des souches déjà existantes, donc il n'y a pas vraiment forcément aussi
d'innovation là-dedans. Et donc, j'ai fait une recherche hier ou avant-hier sur la banque de données pour voir s'il n'y avait pas de nouveaux extraits qui étaient sortis. Et voilà, les extraits de plantes aujourd'hui autorisés en Europe, c'est l'extrait d'ail, l'azadiractine, qui est un vieux truc quand même, l'extrait de titri et l'extrait aussi de graines germées de lupin. Donc, on a vraiment très, très peu de produits aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a la place pour en développer, mais faut-il encore arriver à rentrer, en fait, dans la partie réglementation européenne. Alors, les avantages, pour conclure, les avantages et les limites des produits de contrôle. Donc, ce sont des produits qui peuvent être très spécifiques, on l'a vu, comme les extraits, comme les toxines issues de bacillus, par exemple, qui sont généralement peu impactants parce qu'ils sont effectivement biodégradables. Ça, on arrive à le mettre bien en évidence. On a moins d'apparition de résistance. Là, je vais me rajouter en théorie parce que finalement, lorsqu'on regarde les produits de biocontrôle qui sont sur le marché, souvent, c'est des produits purs. C'est l'huile essentielle d'orange, je crois, qui est mise sur le marché. Quand on regarde, 99% du truc, c'est du limonène, quoi. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur un extrait. Et donc, moins d'apparition de résistance, c'est sur la théorie des extraits, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse vraiment le prouver, même en méta-analyse de ce qui est sur le marché. Alors, les inconvénients, c'est souvent un manque de spécificité, notamment des extraits, des efficacités parfois limitées si on les travaille en substitution, c'est-à-dire qu'on enlève un produit de synthèse qui éradique tout et on propose ça, il y a peu de chances que ça marche. Mais en revanche, en travaillant sur l'ensemble des leviers et en réduction de doses, là, par contre, ça peut marcher. Et forcément aussi le coût aujourd'hui, surtout si on veut respecter l'ensemble de ce qu'on disait au départ, développement durable et socialement acceptable notamment. Tout ce qui est la méconnaissance du devenir après application et le mode d'action, donc ça c'est un véritable chantier qu'on a entamé, donc c'est à travers un projet qui s'appelait PALVIP. Et grosso modo, les enjeux, pour moi, il y a trois, si j'essaie de structurer, il y a trois secteurs dans lesquels il y a de véritables enjeux pour le développement des produits de contrôle. C'est déjà le développement, c'est-à-dire la recherche et le développement. Donc, c'est développer des outils adaptés à l'étude de ces produits, qui aujourd'hui, notamment sur le devenir environnemental, sur l'étude des mécanismes d'action et la rémanence, où là, on n'a pas grand-chose. Lorsque vous faites la bibliographie, une huile essentielle, souvent, elle est dite antifongique. Le mode d'action, il est quand même très peu. Alors, ça affecte les parois, mais ça va pas vraiment plus loin. Optimiser forcément les traitements et la formulation et étudier les activités sur des cultures adaptées, c'est-à-dire qu'effectivement, surtout sur tout ce qui est stimulation de défense naturelle des plantes, aujourd'hui, il faut peut-être prévoir d'intégrer dans les tests plutôt d'autres génétiques que celles qu'on a utilisées tout le temps avec des pesticides de synthèse, mais revenir à peut-être d'autres variétés, peut-être plus résistantes, et voir si avec du biocontrôle, on arrive vraiment effectivement à arriver à une protection optimale. Il y a un enjeu marché, donc c'est répondre aux demandes des citoyens. Alors, le citoyen, le consommateur, souvent, il est schizophrène. Le citoyen, il veut sauver la planète, le consommateur, il veut manger pas cher. Et souvent, c'est arriver à réconcilier les deux et du coup, les intégrer de plus en plus, justement, à la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'agriculture et qu'est-ce que c'est que ces nouveaux biostimulants, des choses comme ça, enfin, ces biosolutions. Développer une approche cycle de vie et impact, donc ce que je vous disais, c'est garder en fait globalement la totalité de la filière en mémoire pour essayer d'être dès le moment de la recherche, d'avoir un criblage assez exigeant pour éviter d'avoir des casseroles après à traîner et avoir des problèmes de valorisation. Et pour l'industrie, c'est intégrer les contraintes de production de marché, donc c'est sécuriser la ressource et essayer effectivement d'identifier le marché. Et je pense que si on arrive à intégrer le coût réel des pesticides de synthèse, c'est-à-dire avec tous les impacts environnementaux et santé qu'on peut avoir avec un pesticide très impactant, à ce moment-là, forcément, le marché changerait et on pourrait avoir des leviers économiques beaucoup plus importants pour ce développement. Donc, grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez aller plus loin, il y a 3 sites internet que je vous invite à consulter. Donc, le site palvip.unif-per.fr où il y a tous les résultats et tous les webinaires sur les programmes de développement d'outils et d'impact qu'on a pu faire et d'évaluation. Il y a magreentrainingbox.com où vous avez des modules de formation gratuits en ligne qui ont été développés à travers plusieurs projets Europe. Donc, vous avez juste à vous inscrire et après, c'est gratuit et vous avez toute la réglementation, la recherche et les applications sur les produits de biocontrôle qui sont disponibles en auto-formation. Et vous avez un petit quiz à répondre.
Et ensuite, je vous invite aussi à participer au Living Lab AgroLab. Donc, l'AgroLab, c'est un Living Lab qu'on a développé pour justement essayer de réunir autour de la table consommateurs, producteurs, distributeurs, et essayer de réfléchir à ce que peut être l'agriculture et mettre en place des expérimentations en conditions réelles chez les agriculteurs en utilisant des produits alternatifs et en intégrant tout le monde jusqu'au consommateur, de l'étudiant stagiaire au consommateur. Et je remercie toute l'équipe qui a participé à générer des résultats que je vous ai proposés aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc, je laisse les personnes, donc, si elles ont des questions, soit à les poser dans le chat, soit à prendre directement la parole. Et pour ma part, je voulais vous demander si c'est difficile de faire accepter cette idée de biocontrôle auprès des agriculteurs par rapport aux méthodes qu'eux, ils utilisent traditionnellement. Alors, c'est pas très difficile parce qu'ils sont quand même super demandeurs. En tout cas, nous, alors, moi, j'ai un biais aussi, hein, c'est qu'on travaille beaucoup ici avec des arboriculteurs, des viticulteurs et des maraîchers. C'est essentiellement ce qu'on a autour de la zone de Perpignan. Donc, on n'a pas de grande culture. Et donc, c'est vrai que et on a un climat aussi qui est assez sec, normalement, enfin, jusqu'à présent, c'est assez sec. Et donc, les produits de biocontrôle peuvent avoir des niveaux d'efficacité suffisants. Et donc, on est quand même entouré de producteurs qui sont assez demandeurs. Et même à travers l'AgroLab qu'on a développé, on a beaucoup de caves coopératives, de producteurs, par exemple Rougeline, qui font des tomates, Île sur Tête qui font de la pêche, tout ça qui sont venus nous voir et c'est eux qui sont moteurs. Nous, on a offert un espace d'échange et c'est eux qui viennent. Donc, l'acceptation, je ne pense pas que ce soit un problème. C'est plutôt la connaissance et l'utilisation qui est. Ouais, c'est plutôt l'utilisation. D'accord, merci beaucoup. C'est quoi les défis quand on passe des expérimentations in vitro au champ? Parce que là, vous avez parlé de l'effet de la pluie, par exemple. Ouais, voilà. Ça dépend ce que vous avez. Parce que si l'expérimentation in vitro, si c'est une activité antifongique, c'est un peu basique, on va dire. Donc, donc ça, quand on passe au champ, on espère avoir des souches assez proches de celles du modèle utilisé dans le laboratoire. Si ça commence à être de l'interaction tripartite, c'est-à-dire un stimulateur de défense naturelle et un pathogène, c'est hyper variable. C'est très différent en fonction de la variété de plantes utilisées, des conditions dans lesquelles sont les plantes. Et donc là, on est vraiment sur parfois des niveaux d'efficacité qui sont vraiment touchy, quoi, vraiment fins. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est déjà juste le mécanisme d'action et la substance active. Si en plus on rajoute à ça la formulation, on va se retrouver effectivement avec parfois, si ce n'est pas bien formulé, on perd complètement l'activité. Donc ça, c'est vraiment la problématique, c'est savoir travailler avec des gens dont la formulation, c'est le métier, pour assurer vraiment une bonne adéquation entre le produit et son mode d'action et son activité. Et on a des produits, par exemple, qui ont des activités un peu spécifiques, qui sont plutôt en contact, d'autres qui sont plutôt en stimulation. Donc, tout ça, il faut bien l'intégrer avant et donc il faut avoir un maximum de connaissances du mécanisme d'action avant de passer au change. D'accord, merci. On a également une question de Nathalie Guivarch qui demande quel est le temps moyen d'homologation de ces produits de biocontrôle et le taux de succès. Alors, nous, c'est assez long. Hein. Là, bon, on a commencé en 2010 la recherche, on est allé assez vite. Donc, on a 12 ans, on espère une homologation en 2025. Donc, on a un temps moyen qui est entre 5 et 6 ans, je pense. Mais après, ça dépend des pays. Ça dépend, certains pays vont mettre le dossier au-dessus de la pile, donc on ira beaucoup plus vite. Hein. Ça dépend aussi toutes les informations que vous avez dans le dossier. Donc, nous, on a commencé à accumuler énormément d'informations, mais c'est très dépendant de là où on part, en fait. Ok, merci. J'aurais une question, peut-être. Concernant l'une des dernières diapositives que vous avez présentées, vous évoquez un inconvénient concernant l'aspect spécificité. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Parce que, à mon sens, finalement, quand vous parlez de faible spécificité, si cette faible spécificité correspond en fait
au fait qu'une molécule peut être active contre différents pathogènes, je pense que ce n'est pas gênant, mais est-ce que vous suggérez par là aussi que finalement cette molécule peut également avoir un effet contre des partenaires qui seraient plutôt positifs? Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que si on prend par exemple les pyrètres, on sait très bien que les pyrètres peuvent avoir un effet sur les pollinisateurs. C'est pour ça que ce sont des choses qu'il faut gérer, il faut bien les vectoriser. C'est-à-dire qu'il faut les déposer à un bon moment. Donc, c'est pour ça que les pyrètres, on dit plutôt qu'il faut le faire la nuit. Et pas que parce que c'est photodégradable, parce qu'aussi on évite de taper dans les abeilles, quoi. Et le fait que ce soit très peu rémanent, ça, en revanche, c'est intéressant. C'est-à-dire que le lendemain, quand ça va butiner, il y aura très peu d'impact. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. Voilà. Mais parfois, on a besoin, dans certaines situations, on a besoin de devoir faire baisser la pression de façon assez importante, tant qu'on n'est pas sur des systèmes de production agroforesterie, agroécologie, tout ça. Aujourd'hui, on n'y est pas. On est loin de là, hein, sur la production. Donc, on a besoin encore de produits comme ça pour assurer la transition, en tout cas. J'aurais une deuxième petite question par rapport à ce que vous venez de dire, justement. Est-ce qu'en agroforesterie, on maîtrise finalement les moyens pour utiliser ces principes actifs? Parce que la dimension finalement et la façon d'apporter ces principes actifs n'est pas la même que lorsqu'on travaille finalement à une parcelle dans un champ. Ouais, ouais. Alors honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas sur cette finesse-là, et moi je peux pas vous dire en fait. Je n'arriverai pas à vous répondre dessus sur la partie applicative. C'est complexe, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, voilà. Merci. Alors, on a également une question de François Perrault qui demande si vous visez le marché local ou également le marché européen. Alors, honnêtement, nous, alors, si la question, c'est par rapport aux produits d'extrait que l'on est en train de mettre en place, au regard du coût d'une homologation, je vous cache pas qu'on vise le plus gros marché possible, quoi. Parce que une fois que parce qu'en fait, le produit doit être inscrit à l'annexe 1 de l'Union européenne, et ensuite, il peut être du coup homologué dans les différents pays, différentes zones, et sur différentes applications. Mais après, il y a du bridging entre le dossier d'inscription à l'annexe 1 et les homologations. Donc, tant qu'on n'a pas l'annexe 1, on est loin du marché. Mais le jour où on a l'annexe 1, effectivement, on va essayer d'avoir le marché le plus large possible. On va commencer français, certainement, et puis après, on va voir. On a également une question de Arnaud Lanoux, qui est étonné de voir apparaître un certain produit, donc je ne sais pas comment ça se prononce, mais le NEM ou le NIM. Ouais. Il demande si c'était interdit jusqu'à présent. Oui, alors oui. Ben, moi aussi, je suis étonné. Voilà. Je pensais que c'était encore interdit. Et là, mais ça, c'était il y a 2 jours. Alors, c'est vrai que je ne suis pas allé refaire ma biblio pour voir ce que. Je n'ai pas lu le rapport de l'EFSA. Mais effectivement, de mémoire, ça avait été interdit. Ouais. Alors, c'est peut-être pas homologué en France. Hein. Là, c'est ce qui est autorisé au niveau européen. Et donc, ça, c'est une liste positive. Tout ce qui est en France doit être autorisé au niveau européen. Mais tout ce qui est autorisé au niveau européen ne l'est pas forcément en France. Et je ne suis pas allé vérifier que ce soit autorisé en France. Là, c'est l'annexe 1, donc c'est au niveau Europe. Voilà. Donc, peut-être que c'est pas… Et c'est vrai que j'ai regardé sur la liste biocontrôle, il n'y est pas. Donc, a priori, c'est pas sur la liste… C'est peut-être autorisé en bio… Non, mais non, je pense que ça y est pas. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je voulais vous demander aussi, vous avez dit que, par exemple, il y avait des produits à base de lipopeptides, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des produits à base de bactéries complètes? Alors là, ça, c'est une question qu'il faudrait poser à l'équipe qui travaille dessus, Philippe Jacques et tout ça. Et je suis là, je peux répondre. Ah, Valérie, super, merci. Oui, effectivement. Donc, moi, je fais partie de l'équipe lilloise là, qui travaille activement sur les lipopeptides. Et en ce qui concerne ces molécules, finalement, on a 2 approches parce que ce qui a été identifié au départ, c'est que les souches
productrices de ces lipopeptides présentent des activités soit antifongiques, soit inductrices de défense des plantes, biostimulantes, etc., etc. Et puis, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce sont beaucoup les lipopeptides qui portent eux-mêmes ces activités, donc lipopeptides produits par les souches actives. Et nous, on essaye de travailler justement plus sur les molécules dans le but de pouvoir faire des mélanges des lipopeptides les plus pertinents pour les appliquer. Mais il est clair que des applications directes avec les souches sont également possibles. Et pour revenir sur l'exemple qu'avait cité Cédric tout à l'heure avec Bacillus thuringiensis, il y a aussi des formulations qui contiennent les souches productrices de… Donc là, on n'est plus dans les lipopeptides, mais pour vous donner un peu une idée de la manière dont on peut travailler, c'est-à-dire qu'on peut appliquer soit les souches qui produisent les métabolites d'intérêt, soit purifier les métabolites et les disperser de manière indépendante des souches, quoi. Et on peut aussi envisager quelque part des mélanges de souches productrices et de produits purifiés. Donc là, le champ à explorer est encore très vaste, mais c'est plus drivé par… Ouais, c'est plus drivé par les niveaux d'activité ou les problématiques d'application que par la réglementation, ou c'est la réglementation qui vous a fait vous intéresser aux produits purs en fait? Nous, au départ, on s'intéressait aux lipopeptides avant d'identifier leurs applications en biocontrôle. On peut dire c'est comme ça. Mais après, ce qui nous drive un petit peu là maintenant, c'est d'identifier que différents lipopeptides peuvent avoir différentes activités et du coup, une manière de les associer, c'est de les purifier et puis de reformuler des mélanges qui ne sont pas naturellement produits par les bactéries, même si elles produisent des mélanges, ce n'est pas forcément les mélanges les plus intéressants. Voilà, c'est aussi ça qui fait partie, qui pèse dans la balance, quoi. Mmh. Merci beaucoup pour ces informations. On a également une question de François Perrault. Donc, pour votre approche sur l'étude de suivi des résidus métabolomiques, pensez-vous que c'est aussi une approche qui va s'imposer en homologation? Nous, en fait, honnêtement, moi, c'est ce que, si on veut promouvoir le développement des extraits complexes, je ne vois pas comment on peut faire. Aujourd'hui, on a à part, on va être obligé de passer par là. Pour moi, oui. Pour moi, c'est, en tout cas, nous, on publie de façon régulière là-dessus et on envoie ça généralement au groupe de travail de l'EFSA. On dit, regardez ce qu'on fait. Parce qu'on pense que c'est important et aujourd'hui, avec les outils qu'on a en termes d'HRMS, le niveau de sensibilité qu'on a, on n'a pas forcément besoin de travailler avec du marqué, parce qu'on me dit oui, mais il faut marquer les produits de synthèse pour voir ce qu'ils deviennent dans l'environnement ou des choses comme ça. Mais sur un extrait naturel, juste avec l'outil bioinformatique et une bonne LCHRMS, je pense qu'on a la capacité, effectivement, et la sensibilité pour pouvoir argumenter et pour pouvoir développer ce type d'approche. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Jennifer pour conclure ce webinaire. Oui, hop, alors je vais juste vous partager l'écran. Hop. Il veut pas. Donc du coup, je vous remercie tous pour votre présence et pour la 13e édition des Métaspé en herbe, le 4 mai 2022, Marin-Pierre Gémin et Michel Fabrice nous présenteront le métabolisme spécialisé des microalgues
et nous espérons vous voir aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. Au revoir.